Shutterstock Music. 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 Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Eh bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue, écoutez, là où je peux parce que c'est le printemps bien évidemment, et vous entendez derrière une société qui travaille du bois et il y a du bruit de partout, du monde de partout dans les forêts, alors c'est difficile de trouver un coin calme pour faire une présentation. Mais voilà, malgré tout, alors j'ai fini par craquer, vous le saviez, j'avais un Touareg que j'avais acheté d'occasion et j'ai toujours le L200. Avoir une seule voiture dans mon cas c'est souvent compliqué on va dire, alors du coup j'ai craqué et puis j'ai acheté cette Audi A6 Allroad. Voilà, donc cette voiture elle est de 2015, je vais vous la présenter. C'est le V6 BTDI 320 chevaux, donc il y en a un petit peu sous le pied, elle est en très bon état. Je l'ai payé entre 3 et 4 000 euros en dessous du prix du marché. Et au niveau équipement, c'est une finition Avus. Alors, finition Avus, ça signifie malgré tout que chez Audi, je vous le dis, malgré que ce soit une Avus, il n'y a vraiment pas toutes les options.
Il y a par exemple un régulateur de vitesse, mais qui n'est pas adaptatif. Il n'y a pas de feux de brouillard, mais par contre les feux de brouillard ont été remplacés par des feux de pluie. Donc je vais vous faire voir ce que c'est exactement. Je ferai ça dans la nuit, parce que la journée on ne va pas y voir grand chose. Voilà, elle est relativement confortable puisqu'elle est équipée des suspensions pneumatiques. Donc comme toutes les Assis Allroad, il n'y a que les A4 qui ont des suspensions classiques. Voilà. Donc je vous ferai un sujet au niveau des suspensions parce que je vois qu'au jour d'aujourd'hui, sur le Touareg, je continue d'avoir des gens sur YouTube qui me demandent comment fonctionnent les suspensions, comment fonctionne le mode 4x4. Donc on va voir cette voiture dans une prochaine vidéo, comment fonctionne ce système de suspension. Voilà. Moi, sur l'achat de cette voiture, donc j'avais besoin de 3 critères principaux. Donc le critère principal, c'est le confort. Je voulais une voiture très confortable et là, c'est le cas. Une voiture qui a beaucoup de chevaux, donc il y en a 320, c'est déjà bien, quoi, hein, malgré ses presque 2 tonnes. Et surtout, impérativement, un très grand coffre, donc je me suis tourné vers un break pour mettre mes 3 chiens. Allez, je vais vous présenter la partie coffre ici, parce que j'ai mis en place tout à l'heure ces garnitures que j'ai achetées sur Amazon, made in China. Un vrai massacre, donc je ne vous conseille pas d'acheter ce type de produit. Moi, Amazon me l'a remboursé, hein, donc il me l'a remboursé, il m'a demandé de le garder, donc je l'ai adapté comme j'ai pu. Voilà, tout simplement pour mettre mes chiens. Donc moi, le but est de mettre mes 3 chiens que vous voyez régulièrement dans mes vidéos. Hop. Il y a Funky, Stacy et Mia, pour pouvoir aller se promener. Voilà. Alors, le coffre est assez grand, on va dire. Sauf que, bon, Audi fait de jolis breaks, mais pour le principe de la fluidité, ils inclinent beaucoup les montants supérieurs de coffre. Ici, ce qui a pour effet de réduire le volume en hauteur. Voilà. Néanmoins, une option qui n'est pas négligeable. Donc lorsque vous retirez le rideau, donc le rideau qui cache les bagages dans le coffre, celui-ci, Audi intègre un second rideau qui lui est un rideau anti-objet si jamais vous venez à freiner brutalement et que ça n'est pas arrimé dans le coffre, mais qui en fait est un filet qui protège pour les chiens. Voilà, donc moi je vais vous le faire voir d'un peu plus près. Voilà, donc moi, pour mes 3 chiens, c'est impeccable, c'est bien intégré à la voiture et ça évite surtout d'acheter une option supplémentaire. Si on veut le lever, alors là c'est un peu moins pratique, je reconnais. Ah, alors, pour l'enlever, il faut se contorsionner un petit peu. Voilà, il se décroche, s'enlève. Et si vous souhaitez donc remettre celui-là, alors c'est évidemment plus ou moins pratique au vu de la profondeur du coffre, mais bon. Voilà. Et là, vous le réenclenchez dans sa position initiale. Voilà, puisque cette partie-là est motorisée. Donc je vais vous le faire voir. Ça va bouger un petit peu lorsqu'on ferme le coffre. Donc on voit ici le rideau qui se baisse au fur et à mesure que le coffre se ferme. Et donc qui se rehausse quand le coffre s'ouvre. C'est relativement pratique et bien pensé de la part de chez Audi. Voilà. Après, en ce qui concerne le volume du coffre, ben écoutez, on ne va pas parler de litres parce que
J'ai jamais rempli un coffre avec des pichets d'eau, donc j'estime qu'il est suffisamment spacieux pour cette voiture, bien que c'est sûrement pas le meilleur de sa catégorie, mais bon, voilà. Après, faut savoir ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est relativement bien. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc pour moi, c'était un critère impératif de pouvoir mettre mes 3 chiens dans la malle. Alors j'avais testé sur une A4 Allroad, mais la malle est beaucoup plus petite, donc les chiens ne rentrent pas. On ne va pas parler de contenance, hein, comme je vous ai dit, donc voilà. Donc cette voiture réunit tous les critères, plus l'aspect esthétique, parce que Audi est très très fort en ce qui concerne l'esthétique des breaks. Voilà. Donc celle-ci est équipée des jantes en 20 pouces, donc vous avez le choix entre les jantes minimum en 18 pouces, vendues direct chez Audi, je parle. Après, mettre des jantes en 17 pouces, je ne sais pas si elle rentrerait, vu la taille des étriers de frein, puisqu'on est sur des étriers de frein 4 pistons, qui sont les mêmes étriers que le Porsche Cayenne. Donc des jantes en 17, je pense que ça serait un peu petit, donc ça va du 18 jusqu'au 20 pouces. Après le 21, à mon avis, c'est trop gros. En position dynamique, les jantes toucheraient les ailes. Donc moi, elle a l'option 20 pouces avec des pneus en Michelin. Là, c'est du Michelin Pilote Sport. Bon, c'est pas, je ne pense pas que ce soit la montre d'origine, hein, loin de là. C'est une voiture qui a 227 000 km. Et qui fonctionne parfaitement, voilà. Donc je viens de lui faire une révision dessus pour être sûr, comme ça je suis tranquille, je repars sur de bonnes bases. Malgré le suivi que j'ai vérifié sur internet, elle n'a pas été accidentée, elle est d'origine française et elle a eu un suivi jusqu'à ses 180 000 km à peu près. Donc un petit décrochage, c'est pour ça que j'ai repris en faisant moi une vidange, même si elle n'était pas obligée de la faire. On ne sait jamais, vaut mieux en faire plus que changer un moteur. Voilà, au niveau du moteur, donc on va y venir. Là, au niveau du véhicule, c'est assez spacieux. Après, les Allemandes, je trouve qu'elles sont pas très fortes au niveau de l'espace de vie dans les voitures. Alors, elles sont très confortables, elles sont très bien. Mais par exemple, sur les places arrière, une fois qu'on est assis, on est très bien. Il y a de l'espace aux jambes, de l'espace au niveau de la tête. Mais pour passer la portière est un peu juste, on va dire. Voilà. Bon, moi, je ne m'assois jamais sur les places arrière, donc je ne vais pas vous faire la démonstration. Je fais 1,78 m. Vous trouverez des démos pour ça. Le mieux pour savoir si une voiture vous convient, c'est pas de regarder forcément un gars qui va s'asseoir sur les places arrière, c'est d'aller voir la voiture et puis d'essayer de vous asseoir vous-même, voir ce que ça donne. Après, il faut aussi voir au niveau des places arrière ce qui va y mettre. Si c'est des enfants, c'est pas la même chose. Mais on va dire que les Allemandes, au point de vue rangement, au point de vue place intérieure, c'est pas ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Par contre, pour le reste, elles sont difficiles à égaler. Voilà. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au moteur. Voilà, donc beaucoup de plastique, bien sûr. Beaucoup de plastique. Donc on est sur un V6 bi-TDI, désignation du code moteur CVUA. C'est un 2962 cm3, me semble-t-il, donc un 3 litres, hein, bien évidemment. Voilà. Il développe, comme je vous l'ai dit, 320 chevaux. Et les 320 chevaux, quand on accélère, ils y sont. Voilà. Alors peut-être ça pourrait accélérer un petit peu plus fort parce qu'à 227 000, le système anti-pollution est peut-être rempli. Le système anti-pollution est ici. Voilà. Et on voit en dessous, je vais essayer de zoomer, l'arrivée de la vanne GR. Donc il est utile régulièrement de nettoyer cette partie-là. Moi, si j'ai payé cette voiture en dessous du prix du marché, bien que je l'ai acheté dans un garage, c'est parce qu'elle avait un voyant moteur allumé, donc un voyant pollution, et dessus, les bougies de préchauffage et une sonde lambda a été changée. Voilà. Donc pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Mais ça fait partie, alors le souci, moi c'est le 3e V6 TDI que j'ai, puisque j'ai déjà eu une A6 classique berline de 2006, plus le Touareg qui également avait le V6 TDI. Le problème de ce type de moteur,
Ah, les gars, ils bossent là. Le problème de ce type de moteur, c'est que en France, on ne peut pas les pousser. Donc si on ne peut pas les pousser, les moteurs s'encrassent rapidement. Donc ils nécessitent plus d'entretien qu'un moteur classique. Voilà. Hop. Petit tour du propriétaire. Voilà. On va passer donc maintenant aux jantes. Alors ça, c'est le plus gros reproche que je fais à Audi. C'est que Audi fait des voitures magnifiques avec des jantes de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Quand vous regardez souvent les Q5 et les Q7, qui soient de maintenant ou qui soient d'il y a 10 ans en arrière, vous regardez la bagnole, elle est relativement jolie, et puis de suite on fout des jantes en 17 ou 18 pouces, donc ce qui est carrément horrible, voilà, plus un design de jantes qui est pas vraiment superbe. Celles-là, ce sont les jantes en 20 pouces. Au niveau du confort, certains vont me dire ouais mais c'est moins confortable, peut-être, ouais, mais esthétiquement c'est plus joli. Par contre, au niveau de la tenue de route avec les Michelin Pilote Sport en taille basse, ça change du tout au tout. Alors forcément, au niveau des jantes, on ne peut pas tout adapter, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la conduite sur route, c'est le top du top. Par contre, au niveau de la conduite en tout chemin, je reconnais que les jantes en 20 pouces, ça devient rapidement inconfortable. Surtout avec les pneus en taille basse, ce qui implique de rouler à des vitesses relativement faibles. Mais malgré tout, esthétiquement, elles sont beaucoup plus jolies que les jantes en 18 pouces. Voilà. Alors Audi, pourquoi, je sais pas. Ça a toujours été, moi je l'ai remarqué, ça a toujours été comme ça. Voilà, donc j'ai réussi moi à trouver un modèle noir, donc elle n'est pas noire, on ne le voit pas à la vidéo, c'est difficile. C'est une couleur qui est changeante, c'est-à-dire c'est un noir marron. Lorsqu'il y a des reflets du soleil dessus, on voit des côtés marrons qui ressortent, c'est assez joli. Voilà, plus les jantes en 20 pouces, plus la motorisation que je voulais. Alors pourquoi avoir choisi cette motorisation là, pardon, c'est parce que c'est un modèle Euro 6. Donc au niveau du critère, elle est en critère 2, ce qui permet, voilà, de rouler lorsqu'il y a des restrictions pour ceux qui sont en ville. Moi, je suis pas en ville, donc je ne suis pas concerné. Mais malgré tout, l'avantage des moteurs Euro 6, c'est qu'en utilisation relativement tranquille, ils sont quand même plus économiques que les anciennes générations. Malgré les systèmes anti-pollution, et on le sait. Voilà. Mais ils sont obligatoires. Si vous les supprimez, vous savez que vous exposez à 7 500 € d'amende, plus le reste. Voilà. Dans celle-ci, il y a un toit ouvrant panoramique. Voilà. Que perso, je n'utilise pas beaucoup parce que ça ne me plaît pas. J'aime pas les cabriolets, j'aime pas les toits ouvrants. Mais bon, il y est, donc je vais pas m'en priver. Elle est également, bien évidemment, pourvue du sempiternel système AdBlue. Pas le choix. C'est pour ça que c'est un Euro 6, plus le start and stop. Alors elle a eu un petit accroc, c'est une occasion bien évidemment, un petit accroc au niveau du pare-choc. Donc je pense que un des anciens propriétaires a dû se manger un trottoir, donc chose qui arrive, rien de grave. Voilà, c'est pas considéré comme un accident, hein. On voit la jante qui est un petit peu frottée. Voilà. Alors comme dans sa position dynamique, elle est très très basse. Là, elle est en position all road, donc c'est sûr que ça pose problème. Allez, on jette un œil à l'intérieur. Je vais fermer la malle, comme ça va couper un petit peu le bruit.
Alors, voilà, là, l'écran est sorti, hein, donc il est rétractable dans le tableau de bord. Alors, au niveau de l'intérieur, moi, ce que je reproche à toutes les vidéos de présentation, c'est que personne ne parle des différents boutons qu'il y a dans une voiture. Alors, c'est quand même bien de savoir ce qu'il y a. Moi, par exemple, ce clavier là, qui est ici, alors je sais que les Audi sont équipés d'une alarme. Voilà, elle est ici. On voit ici la LED. Et à partir de là, je pensais que ce clavier était un code pour démarrer la voiture, donc personne n'en parle. Alors que nenni, ça n'est pas un code pour démarrer la voiture, c'est une présélection des chaînes radio. Et également, il sert comme il est tactile, il sert à taper des lettres pour programmer le GPS. Alors si tu tapes les lettres une par une, c'est-à-dire t'es pas sorti de l'auberge, hein. Alors on les tape pas les lettres, hein. J'ai jamais essayé encore, mais il suffit de faire le A, le B, enfin bon bref, ça va être un peu la galère. Tout le monde utilise Waze aujourd'hui. Voilà. Donc la présentation de tous ces boutons, parce qu'il y en a quand même pas mal, on est sur une ancienne génération, c'est pas épuré. Donc on a bien évidemment les warnings. On a ici le bouton qui ferme et ouvre donc l'écran. Vous avez ici quelque chose de très pratique que moi j'utilise depuis que j'ai mon permis de conduire. C'est la remise à zéro du compteur journalier. Ça vous permet de voir la consommation que vous avez sur un plein. Moi je l'ai toujours fait depuis que j'ai mon permis. Il n'y a que les Allemandes qui le proposent directement. La plupart des voitures demandent une manipulation de l'ordinateur de bord ou autre. Là il suffit d'appuyer là pour remettre le journalier à zéro, donc je vais pas le faire puisque vous voyez là j'ai fait le plein, j'ai 650 km d'autonomie et j'ai parcouru 167 km. Voilà, et elle a 227 501 km. Voilà. Hop là. Alors ici vous avez donc le bouton Start and Stop. Vous avez ici le bouton du volume de la radio, donc je ferai, ce bouton est souvent en panne, donc je vous ferai une petite vidéo de démonstration pour vous faire voir comment on le répare pour quasiment 0 € sur toutes les Audi. Là vous avez les présélections des radios, donc la recherche automatique des radios. Après vous avez ici le sélecteur de radio média, donc car c'est pour afficher cet écran là qui permet de gérer la suspension directement. Le mode retour, la molette qui permet de naviguer, voilà, dans les différents menus, le téléphone et la navigation. Donc la navigation, elle est ici et vous pouvez également la transférer ici. Voilà, c'est-à-dire la voir sur les deux écrans. Voilà. Bon. Sous réserve d'utiliser la navigation, bien évidemment. À ce niveau-là, donc le frein à main, bien sûr, et le bouton Auto Hold. Alors le Auto Hold, qu'est-ce que c'est? J'avais fait la démonstration dans la TK. L'Auto Hold permet de bloquer les freins lorsque vous êtes arrêté un feu rouge, mais sans que ça se relâche. C'est-à-dire que la plupart des boutons d'aide au démarrage en côte, au bout de quelques secondes, relâchent les freins si vous n'avez pas démarré. Alors que là, vous pouvez relâcher la pédale de frein, ça reste toujours bloqué. Donc c'est très confortable, surtout dans les embouteillages. Voilà. Au niveau du sélecteur de vitesse, ben, vous avez toutes les positions. Voilà. Donc ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas sur les sélecteurs de vitesse, celle-ci est équipée des palettes au volant. On les voit ici. Il y a du mal à faire le focus. Bon, elles sont ici. C'est que les leviers de vitesse sont équipés donc d'un mode automatique, mais également d'un mode séquentiel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer les vitesses avec les palettes ou de laisser la boîte à faire. Vous pouvez également les passer manuellement comme une boîte traditionnelle. Vous voyez, donc la seule chose qui est inversée, ce sont ici les commandes. Donc plus, là vous changez les vitesses. Alors comme on est à l'arrêt, elle ne change pas les vitesses bien évidemment. Là vous montez les rapports et là vous les descendez. Voilà, pour ceux qui ne savent pas utiliser,
une boîte séquentielle. Les boîtes auto, certaines ne peuvent pas le faire, comme les voitures qui sont prévues pour rouler en ville ont des boîtes plus simplistes. Celle-là a la capacité de le faire, comme toutes les boîtes un petit peu plus évoluées. Là, on est sur une boîte Tiptronic à 8 rapports. Voilà. Alors, 8 rapports sur la boîte. À l'heure actuelle, depuis que je roule, moi je fais que de la nationale, je ne fais jamais d'autoroute, donc sur nationale, elle a passé une seule fois la 8e. Manuellement, je suis pas arrivé à la passer parce que je roule pas assez vite sur route. Il faudrait faire un excès de vitesse, ce qui n'est pas autorisé, bien évidemment. Donc le maximum qu'elle a passé sur route, c'est la 7e. Voilà. Donc j'ai fait un petit tour sur autoroute juste pour essayer, voir que la 8e fonctionne. Donc effectivement, elle fonctionne. Voilà. Je vais couper le contact. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas un bruit de fond. Donc ici, elle a toujours un autoradio lecteur laser et DVD, me semble-t-il. Là, donc vous disposez de 2 cartes SD et d'une carte SIM, puisque vous pouvez, moyennant abonnement, je pense, utiliser le système Audi Secure, c'est-à-dire que si vous tombez en panne ou quoi, ou si vous avez des difficultés, vous pouvez contacter directement Audi. Bon, bref, j'ai pas essayé, je vais pas m'y abonner, ça ne m'intéresse pas. Les cartes SD servent. Alors vous pouvez mettre par exemple moyennant finance, ça coûte une centaine d'euros je crois, ou un petit peu plus. Vous pouvez acheter une carte SD équipée de Android Auto ou de Apple CarPlay et mettre à jour le MMI pour mettre ces fonctions-là. Bon, je trouve que ça fait un petit peu cher quand même pour avoir, moi dans mon cas j'ai une Samsung, donc pour avoir Android Auto, je trouve ça un peu violent quand même. Voilà. Donc ici, la coupure du start and stop. Là, vous avez la caméra, donc caméra 360. Lorsque vous passez la marche arrière, elle affiche la vision arrière. Et dès que vous repassez la marche avant dans une manœuvre, elle passe en marche avant. Donc c'est relativement pratique. Là, l'aide à la descente, donc je ferai un petit tuto là-dessus, puisque c'est une all-road, donc seul l'all-road en est équipé. Là, on a l'anti-patinage déconnectable. Alors, je ne sais pas s'il est déconnectable tout le temps ou si arrivé à un certain moment, il se réenclenche automatiquement. Bon, sur route, c'est pas gênant. Ici, on a toute la gestion donc du système de chauffage et de climatisation avec la synchronisation, les sièges chauffants. C'est une clim quadrizone. Donc, je vous l'ai fait voir dans la vidéo d'entrée de la voiture. À l'arrière, c'est une bisonne et à l'avant, ça reste une bisonne. Alors très honnêtement, je suis pas trop fan du système. Moi, je synchronise toutes les clims. Et puis, je vois pas comment on peut avoir... Parce que là, vous avez un écart de température dans les bisonnes qui va entre 2 et 3 degrés, pas plus. N'imaginez pas que d'un côté de la voiture, vous pouvez mettre la clim au taquet. Et puis de l'autre, le chauffage à 25 degrés, ça ne marchera pas. Donc, c'est uniquement une variation de 2 à 3 degrés entre le passager et le conducteur. Maintenant, l'air étant toujours brassé, je suis un petit peu dubitatif quant à l'efficacité du système. Mais bon, voilà. Ici, donc on a 2 portes gobelets. Au niveau de la coudoir centrale, alors c'est là que c'est rigolo, on a, voilà, quand vous avez mis un étui à lunettes, c'est plein. Et en dessous, quand vous avez mis le téléphone et les télécommandes, il n'y a pas grand place en plus. Vous avez les prises ici, USB et allume-cigare. Voilà. C'est ce que je vous disais, les Allemands ne sont pas très futés au niveau du rangement. Et chaque siège est équipé, conducteur ou passager, je ne sais pas si on le voit bien, d'une trappe sous le siège avec un tout petit rangement. Et la boîte à gants qui n'est pas hyper spacieuse non plus. Bon, c'est ce que je vous disais au départ. Quant aux portières, ben, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Voilà. Donc, toute cette partie-là, au niveau des boutons, je vous l'ai présenté. Donc, au niveau du volant multifonction, ben là, on a la partie navigation, téléphone. Et là, on a la partie donc ordinateur de bord. Voilà.
Ici, le bouton de réglage de l'écran de la luminosité du compteur auto. Là, on a l'allumage automatique des feux. Alors ici, cette position, c'est là que je me suis étonné au départ. Je me suis dit quand même, sur une Audi A6 Allroad qui est en finition à vue, s'il n'y a pas d'anti-brouillard, quoi, c'est impressionnant, hein. Même ça serait une option chez Audi. Donc Audi a remplacé les anti-brouillards par ce bouton là. Donc je vous ferai voir tout à l'heure, j'ai découvert ça moi-même tout à l'heure parce que je me demandais à quoi servait ce bouton. Ça allume des phares secondaires dans les optiques principaux pour éclairer sur les côtés les jours de pluie. Donc ça fonctionne également les jours de brouillard. Et là, le feu de brouillard arrière classique. Alors, présentation de la signature lumineuse. Donc on voit maintenant cette fameuse option qui remplace les anti-brouillards. Donc là, elle est activée. Je la désactive. Je la remets. Voilà, ils baptisent ça feu de pluie. Voilà, c'est pas mal. Donc plus le xénon. Voilà. On passe à la signature arrière. Voilà. On n'est pas encore sur la dernière génération de feu, hein, donc c'est un modèle de 2015 à ne pas oublier. On a l'ouverture de la portière et lorsque l'on ferme et que l'on ouvre, on voit ici l'éclairage des poignées de porte. C'est vachement sympa, ça permet de repérer la poignée dans le noir. Voilà. Et lorsqu'on verrouille, voilà. Hop. Ici, on a le réglage des rétroviseurs, les boutons de vitre électrique, l'ouverture de la malle. Voilà, donc c'est pratique. On peut ouvrir la malle de l'intérieur. Bon, bref. Fermeture centralisée. Et ici, le réglage des sièges électriques, donc avec mémoire de position pour le siège conducteur. Voilà. Au niveau de l'ordinateur, je vais redémarrer. Donc au niveau de l'ordinateur de bord, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc en appuyant sur ce bouton, bien sûr, on a accès à l'ordinateur et aux manœuvres ici et avec la molette. Donc voilà, vous avez ordinateur de bord, programme d'efficience, tachymètre numérique, régulateur de vitesse. Voilà. On peut régler le régulateur comme ça. Alors, programme d'efficience, ça c'est assez rigolo, voilà. Donc ça règle l'efficacité de certains composants. Donc à voir. Et ordinateur de bord, donc voilà, vous sélectionnez vos consommations, les trajets, voilà. Bon, genre de truc que très honnêtement on n'utilise pratiquement jamais, donc c'est pour ça. À la limite, les trajets, quand vous faites un grand trajet, voilà, ça peut être utile. Voilà. Et là, vous disposez du double affichage, c'est-à-dire de la vitesse avec aiguille et de la vitesse en numérique. Voilà. Ici, le régulateur de vitesse et les palettes au volant. Palettes au volant, donc qui sont adaptées pour comment dire, pour une utilisation au quotidien. C'est pas adapté pour une utilisation sportive. Donc elles sont attachées au volant
puisque vous avez deux sortes de palettes, celles qui sont attachées à la colonne et qui sont fixes, et celles qui sont attachées au volant, qui tournent avec le volant. Donc en conduite ultra sportive, puisque je l'ai quand même un petit peu poussé, voir ce qu'elle avait dans le ventre, les palettes, à un moment donné, avec le volant de grande taille, on aurait mis un volant plus petit, les palettes, à un moment donné, ne tombent pas forcément sous la main. Donc, moi, je jongle entre les palettes lorsqu'elles sont accessibles et le levier de vitesse lorsque je peux plus atteindre les palettes parce que je suis braqué, bras croisés. Donc, voilà. Et pour le coup, que j'aurais aimé qu'elle soit quand même un petit peu plus grande, et voire attaché à la colonne, ça aurait été bien. Mais bon, n'oublions pas que c'est quand même une voiture familiale, hein, c'est pas une ultra sportive, on n'est pas dans une Ferrari, donc il faut moyenner. Par contre, la gestion des palettes est relativement confortable en utilisation quotidienne, si vous voulez faire un dépassement dangereux, si vous voulez faire... voilà. Donc l'avantage des 320 chevaux, quand on veut dépasser, c'est qu'on a les watts sous le pied, et vous en doublez pas qu'une de voiture, vous en doublez plusieurs. Voilà. Alors, l'atout principal de cette voiture, et là, croyez-moi, c'est violent, c'est le quattro. Alors, l'atout principal de cette voiture, et là, comme je vous dis, croyez-moi, c'est quelque chose de très violent chez Audi, c'est le quattro. Alors moi, j'ai eu plusieurs voitures en 4 roues motrices. J'ai eu donc une Audi 80 Quattro que j'ai acheté pour un but précis, mais que j'ai quand même utilisé. Donc une très ancienne génération de Quattro, hein, une voiture des années 90. Franchement, c'est déjà redoutable en tenue de route. J'ai eu donc une A6 classique. Le Touareg, on ne va pas en parler parce qu'avec ses 2 tonnes 4, bon, malgré tout, ça reste formidable. Mais là, sur celle-là, le Quattro, c'est vraiment quelque chose de redoutable. Dans les virages, vous avez un sentiment de sécurité et une vitesse de passage. Je suis obligé d'avouer que la semaine dernière, je l'ai poussé vraiment au taquet. J'ai réussi à trouver la limite des freins sans trouver la limite du Quattro. Je vais pas, comme je suis en vidéo sur YouTube, je vais pas dire à quelle vitesse je roulais. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait du circuit pendant plusieurs années, donc je maîtrise un petit peu ce que je fais quand même, voilà. Donc je peux vous dire que le Quattro, c'est redoutable. J'ai eu une STI 7, donc une Subaru. Subaru est loin derrière Audi au niveau des 4 roues motrices. Voilà. Le Quattro, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, c'est le top du top. Là-dessus, c'est vraiment indispensable d'avoir ce genre d'option. Voilà, je pense qu'une BM de même catégorie ne pourrait pas avoir les mêmes performances au niveau de la tenue de route. J'ai eu BM, hein, bien sûr, passé un moment, puisque moi, j'en suis arrivé à un stade où je n'arrive plus à compter le nombre de voitures que j'ai eues. Je les aime toutes, de la plus grosse à la plus petite. Je les achète pour le plaisir, donc voilà. Donc ça me permet en même temps de les essayer. Et le Quattro chez Audi, c'est vraiment un tour de magie sur la route. Voilà. Donc, sur la présentation de cette voiture, si vous avez des questions ou sur quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas. Je vous ferai d'autres vidéos, hein, bien sûr. Et à partir de là, ben, moi, c'est un véhicule que je vous conseille d'acheter. Alors, sur le marché, à l'heure actuelle, on est au mois d'avril 2024. C'est une voiture que vous allez trouver sur le marché dans cette configuration-là. Je parlais sur un modèle 2015 en 320 chevaux. Vous allez la trouver aux alentours des 23, 24, voire 25 000 euros selon l'état et selon le kilométrage. C'est à peu près ce que ça vaut. Bon, si vous cherchez bien, vous pouvez la trouver un petit peu moins cher. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai payé très exactement, en carte grise inclus. Je l'ai payé 19 000 euros. 20 000 euros, pardon. La carte grise, alors ça fait 21 chevaux fiscaux. Et comme j'ai pas de chance parce qu'elle est de 2015, c'est un modèle 2016, j'ai payé la carte grise plein pot. Donc 1031 euros la carte grise, voilà. Bon, mais c'est comme ça, hein, faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir ce qu'on veut. Mais c'est une voiture que je vous recommande d'acheter.
Voilà, parce que au niveau des qualités routières, c'est exceptionnel. Je vais couper le moteur. Le V6 TDI, c'est un moteur qui est vraiment connu, reconnu. Il a ses problèmes, bien sûr, tous les moteurs ont des problèmes, mais c'est des problèmes connus. Et surtout, c'est un moteur que vous l'utilisiez à haut régime ou à bas régime, c'est un vrai plaisir. Et au niveau consommation, alors là, je peux pas vous parler vraiment de la consommation parce que moi, ça fait que 1 mois que j'ai la voiture. Là, c'est le 2e plein que je fais. Quand vous l'achetez, c'est tout nouveau, tout beau. Vous attaquez dans tous les virages, vous doublez tout le monde. Donc, c'est sûr que la consommation, ça ressent. Il faut que j'ai fait 3 ou 4 pleins pour arriver à rouler tranquille, pépère avec. Profiter de son confort et à ce moment-là vous dire elle consomme exactement tant. Voilà. À l'heure actuelle, avec la consommation moyenne que je fais, sur le premier plein, j'ai tourné à 10 litres 100. Voilà. Donc après, pour moi, c'est une 2e voiture. Donc c'est pas ma voiture de tous les jours, alors forcément je roule pas au quotidien avec, donc si elle consomme un petit peu plus parce que j'appuie un peu plus fort sur la pédale, c'est pas dramatique. Voilà, j'ai toujours le Mitsubishi, bien que le Mitsubishi il fait tranquille 9 à 10 litres au 100 sur les trajets que je fais au quotidien. Il faut vraiment faire des longs trajets avec pour chuter à 7 litres 5 sur le Mitsubishi. Celle-là, c'est pareil, sur des longs trajets, je pense qu'elle doit arriver à chuter, puisque l'ancienne A6 que j'avais tournait aux alentours des 7 litres 7 en moyenne. Là, on doit y être, hein, 7 litres 7, moins de 8 litres, je pense, en roulant tranquille au quotidien. Voilà, chose que je ne fais pas à l'heure actuelle, donc voilà. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. D'autres vidéos vont arriver sur cette voiture en présentation du mode de suspension pneumatique. Voilà, principalement pour ceux qui en auraient une et qui ne savent pas l'utiliser. Parce que je m'aperçois que beaucoup de gens, par exemple, qui ont des Touareg, ne savent pas utiliser le mode 4x4 et donc me posent des questions sur la manière de faire ou ne savent pas utiliser les suspensions pneumatiques. Voilà. Sur ce modèle-là, on mesurera également les hauteurs parce qu'inversement, au Touareg, même si elle a 4 motrices et même si on peut la rehausser, ça n'est pas suffisant pour faire du 4x4. C'est une voiture qui est plus prévue pour faire du tout chemin. Ce qu'on appelle éventuellement du chemin DFCI. Moi, ce que je vous conseille, c'est que même pour faire du chemin DFCI, les Michelin Pilot Sport, c'est pas le top. Alors pas le top, pourquoi? Parce que pas parce que les pneus n'accrochent pas, mais tout simplement parce que c'est des pneus qui sont conçus pour rouler sur route et avec lesquels vous risquez de crever plus fréquemment qu'avec des pneus all-terrain, donc des pneus en AT. Voilà, les mêmes par exemple que j'ai sur le Mitsubishi qui sont très bons sur route, très bons en tout chemin et qui ont une structure prévue pour faire du tout chemin, voire du 4x4. Voilà, mais cette voiture va vous permettre, si vous êtes à l'orée d'une forêt, au lieu de vous garer au bord de la route, de rentrer dans la forêt sans souci et pouvoir naviguer un petit peu. Elle est prévue pour. Voilà. Donc, sur ce, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et à une prochaine vidéo.